C'est bon. Eh bien, Georges, je C'est pense bon, que je peux vous laisser la main mm, pour introduire, vous présenter et puis introduire la thématique. pas Merci de à vous. problème. Je vous en prie. Bonjour, bonjour. Donc Georges Lemoine, je suis responsable technique pour l'association Thiès-Brèze, Maison et Paysages de Bretagne. Donc Thiès-Brèze qui est un peu, comment dire, la version bretonne de Maison Paysanne de France, en tout cas qui était considérée comme l'antenne pendant longtemps Maison Paysanne de France en Bretagne. Voilà, nous, au sein de l'association Thiès-Brèze, on a plusieurs objectifs, la sensibilisation au patrimoine bâti, la transmission de savoir-faire, on organise de formations sur toutes les techniques afférentes au bâti ancien, et enfin, le conseil aux particuliers, aux collectivités et aux professionnels bretons sur tout ce qui a trait de près ou de loin au bâti ancien, tant sur le plan architectural que sur le plan technique. Voilà, et sur toutes, et à tous les niveaux, quoi. Voilà, en gros. Et donc le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, c'est l'adaptation du bâti ancien face aux enjeux climatiques. Donc vaste sujet. Et on va voir, je vais essayer de vous présenter un peu quels sont les atouts et les contraintes du bâti ancien dans ce domaine, et puis quelles pistes d'action, en tout cas dans les politiques que vous pouvez mener sur vos territoires, qu'est-ce qui peut aller dans le bon sens. Donc voilà. Euh, donc je commence, pardon, hop. Voilà. Donc déjà pour borner un peu le sujet, si vous voulez, le bâti ancien, quelques notions rapides. La première, c'est la définition du bâti ancien, enfin les définitions devrais-je dire, on a une définition réglementaire qui est donc les bâtis antérieurs à 1948. Euh, il y a une définition que nous on a derrière aussi, qui est une définition plus technique. À savoir, je reviendrai sur ce sujet un petit peu plus tard pour rentrer un peu plus en profondeur. Mais en gros, l'absence de rupture de capillarité en fondation. Donc un bâti qui fonctionne avec le sol. Je reviendrai sur cet aspect-là un peu plus tard. Et ce qui définit aussi le bâti ancien, c'est souvent l'utilisation majoritairement, en tout cas, de matériaux locaux, voire ultra locaux. Il est assez rare sur du bâti antérieur à 1948 d'avoir euh, l'intégralité des matériaux, en tout cas, qui viendraient de plus de 3 km. Selon les périodes, il peut y avoir quelques matériaux qui ont fait plus de kilomètres que ça, mais c'est pas la majorité, loin de là. Voilà. Et pas de déchets, puisque la notion de déchet est une notion qui est éminemment contemporaine. Euh, Avant le 19e siècle ou avant le début du 20e siècle, en tout cas, il n'y a pas de déchets. Un déchet, c'est une ressource dont on ne sait pas encore que faire. Euh, donc voilà un peu l'idée. Sur le plan technique, donc c'est ce que je vous disais, l'absence de rupture de capillarité. Ce que je vous ai montré là sur le schéma, c'est la différence bâti ancien, bâti neuf. Sur votre droite, vous voyez bâti ancien, donc avec des fondations qui sont en pierre, ourdées majoritairement, en tout cas pour le territoire qui nous occupe, à la terre, parfois sur des mélanges terre-chaux, mais la plupart du temps à la terre. Et à côté, de l'autre côté, à gauche, un bâti moderne avec fondation en béton coulé, des bandes d'arras, des bitumineuses. En gros, tout un paquet de matériaux qui vont tendre à déconnecter du sol le bâtiment. Euh, Alors que nous, c'est complètement l'inverse. Le bâtiment est intrinsèquement lié au sol et à son environnement. On va voir les conséquences que ça peut avoir un peu plus tard. Donc voilà ce qui définit. De la même façon, un peu pour poursuivre cette idée, si vous voulez, vous avez les techniques de restauration, réhabilitation, euh, qui vont essayer de prendre en considération le fonctionnement intrinsèque du bâti ancien. Puisque sur le schéma, ce que je vous montre, par exemple, à gauche, un bâti avec un fonctionnement qu'on qualifierait de traditionnel, donc c'est-à-dire un bâti, on peut imaginer qu'on est au XVIIIe siècle, donc c'est-à-dire un bâti qui est en connexion avec le sol, ce que je vous disais, donc avec des remontées capillaires hein, que vous voyez matérialisées par les flèches bleues sur le schéma, là.
mais des joints qui sont capillaires et hygroscopiques, donc qui sont en capacité de drainer de l'eau sous différentes formes. Je reviendrai sur cette notion un peu plus tard. Et, euh, et qui permet d'évacuer cette humidité. Tout se passe bien. Voilà, l'humidité purge par les sols extérieurs, par les sols intérieurs et par les joints des maçonneries, en l'occurrence pour une maçonnerie pierre. Et voilà, tout ça se passe bien. Et sur la droite, vous avez un schéma de ce qu'on pourrait plutôt qualifier de rénovation. Donc, j'entends par rénovation essayer de faire du neuf avec du vieux en utilisant des techniques qui sont incompatibles, hein. Là, en l'occurrence, l'utilisation d'asphalte dans la cour, dans du ciment, d'isolants type polystyrène, laine de verre, voilà, par vapeur, des films polyane sous les dalles ciment. En gros, tout ça constitue un peu des formes de sarcophage pour la gestion de l'humidité. C'est-à-dire que l'eau peut passer en dessous, rentre dedans, c'est pas complètement étanche. Par contre, il n'y a pas suffisamment de contact avec l'air, avec l'air extérieur pour permettre le séchage. Donc on a des bâtiments qui vont être très humides. Souvent d'ailleurs, le bâti ancien a cette réputation-là d'être particulièrement humide. C'est souvent le signe, enfin c'est même dans la plus grande partie des cas, le signe d'un mauvais traitement du bâtiment. Voilà. Donc voilà. Et juste pour toujours quelques notions sur le bâti ancien, pour borner un peu le sujet toujours, savoir où on en est un petit peu sur le plan thermique. Euh, alors, ça, c'est une extraction, le schéma que je vous montre actuellement, c'est une extraction d'une étude qui avait été réalisée par Maison Paysanne de France, en collaboration d'ailleurs avec Thiès Brest, qui avait présenté le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le huitième bâtiment en l'occurrence. Donc on avait, en gros appareillé des bâtiments avec des sondes, de température notamment et effectué une collecte des factures de chauffage pour essayer de classer les bâtiments. Ces bâtiments ne sont pas isolés, hein, pour précision, hein, donc ils possèdent pas d'isolation, hein, au sens où on l'entend aujourd'hui. Et donc pour voir un petit peu où on en était et comparer ça, si vous voulez, avec des études thermiques. Et il s'avère qu'on avait tout le temps des disparités qui étaient assez importantes. Là, vous voyez, hein, sur les classifications en analyse sur facture, on est, plutôt sur des classifications C ou D, sur des bâtis, encore une fois, qui sont sains, donc c'est-à-dire, où il n'y a pas eu l'usage de ciment, par exemple. Mais qui sont pas isolés. Donc des classifications qui font on n'est pas complètement dans les choux, hein, on est quand même sur des étiquettes énergétiques pour des bâtiments non isolés qui sont plutôt bonnes. Hem et on a remarqué qu'il y avait d'énormes disparités avec, ce qu'on pouvait faire en études thermiques, en études théoriques, hein, sur, logiciel. Alors aujourd'hui, ce sera un peu d'expliquer pourquoi, mais il y a plein de phénomènes, supplémentaires du fait de cette non-rupture de capillarité en sol qui font que ce bâti-là fonctionne mieux que ce que le logiciel pourrait induire comme résultat. Donc voilà, donc on a un bâti qui est qui n'a pas complètement décroché. On n'est pas sur les épaves thermiques qu'on peut retrouver dans les années 50 aux années 70 jusqu'au choc pétrolier. On est sur des bâtiments qui demandent par contre une petite amélioration. Les études thermiques, juste pour comparer, hein, les études thermiques, voilà, nous donnaient une consommation, vous voyez, moyenne, hein, à peu près à 270 kilowatts énergie finale par mètre carré. Donc des consommations de 270. Là où l'étude Battant nous oriente plutôt sur des choses qui vont s'étaler entre 180 et 200. Vous voyez, il y a quand même une disparité qui est importante. Pour un ordre d'idée, juste pour ordre d'idée, aujourd'hui, un bâtiment BBC neuf doit être inférieur à 50. Donc vous voyez, il y a une marge de progression qui est quand même pas négligeable. Et il est bien évident qu'on ne protégera pas le patrimoine bâti si on n'arrive pas à en faire des bâtis qui ont un minimum de performance. C'est-à-dire, je veux dire par là que personne ne voudra acheter une maison ancienne dans 20 ans s'il faut mettre 5 000 euros de fluide dedans pour la chauffer. Donc, il faut qu'on se mette à la mesure de l'enjeu qui va être celui des temps qui nous attendent, quoi, tout simplement. Voilà. Et juste pour aussi un ordre de grandeur en termes d'importance de ce parc, bâti ancien,
En gros, en Bretagne, c'est à peu près un tiers du parc existant, du parc immobilier existant est constitué de bâtis antérieurs à 1948. Ce que soit environ, hein, d'après les calculs, hein, à peu près 36 millions de mètres carrés, ce qui fait quand même des enjeux qui sont quand même assez importants. Voilà pour le petit préambule. Dans les pistes d'action qu'on peut avoir, en tout cas pour aller vers, en tout cas anticiper le réchauffement ou du moins les modifications climatiques, que vraisemblablement le GIEC, nous promet hélas. Hem Et je vois 2 pistes. D'une part, ce que j'ai noté ici, la lutte intégrée contre les gaz à effet de serre, essayer de limiter le réchauffement au maximum. Il y aura une seconde piste qu'on verra un peu plus tard sur comment on s'adapte, puisque je pense qu'il va falloir, marcher sur ces 2 jambes-là pour arriver à quelque chose de pertinent. Limiter et s'adapter pour permettre, d'assurer ces enjeux. Donc pour ce qui est de la lutte intégrée, il va falloir donc, ce que je disais tout à l'heure, améliorer, thermiquement, les bâtis, anciens et pour ça, il va falloir utiliser des techniques de restauration, bas carbone, sinon on fait que remettre, une pièce dans le jukebox, hein, on fait et du coup, des techniques, mais des techniques également performantes et des techniques, durables. Parce que si on fait ça, sur des visions très court-termistes, de toute façon, il faudra changer les isolants, changer les techniques qu'on a apportées. Ce qu'on voit aujourd'hui avec l'utilisation du ciment, par exemple, dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, nous, sur les gens qu'on accompagne, dans la réhabilitation de bâtis anciens, la première étape, souvent fastidieuse, c'est de retirer ce qui a été mis et qui était inadéquat, dans les années, précédentes. Donc il est important de se poser ces questions-là. Donc voilà et ça, bien évidemment, il y a d'autres externalités qui seraient intéressants de travailler, à savoir que sur les techniques que nous on préconise, heu, on va beaucoup favoriser, les filières locales, l'économie locale et aussi, des emplois non délocalisables, donc ce qui est pas inintéressant en termes de dynamique de territoire quand même. Et ce que je disais tout à l'heure, hein, aller sur des techniques qui sont durables et qui vont tendre à diminuer les déchets ultimes en fin de cycle de vie, en tout cas, des isolations, des bâtiments. Donc en tout cas, il faut se poser ces questions-là parce qu'indépendamment, de la lutte contre les gaz à effet de serre, on a aussi des enjeux sur, la production de déchets. Enfin, tout est lié, hein, mais heu, mais sur la production de déchets où, pour rappel, hein, l'Union européenne nous tape sur les doigts, tous les ans et on paye des amendes pour, réduire le taux de déchets qu'on produit, en France. Heu et encore aujourd'hui, beaucoup de techniques, qui sont utilisées, voire même préconisées par des acteurs, publics, sont des techniques qui sont inadéquates et qui vont entraîner des durées de vie très courtes des systèmes constructifs, d'une part et du coup des déchets, qui sont des déchets ultimes. J'entends par déchet ultime un déchet qui n'est pas valorisable, hein, en fin de cycle. Voilà et n'hésitez pas à me couper la parole ou à utiliser le chat, hein, si vous avez des questions, pendant que je déroule, mon fil. Voilà. Limiter l'impact sur le climat, alors quand on veut, restaurer une maison ancienne, réhabiliter ou restaurer, la première chose à faire avant de faire une maison performante, c'est de faire une maison saine. J'entends par là une maison qui a des problèmes d'humidité, c'est souvent le problème majeur, en tout cas ici, heu, on peut pas l'isoler, hein. Donc la première chose, ça va être de gérer l'eau. Je reviendrai sur cet aspect-là à la fin parce que c'est une question qui est beaucoup plus large que juste celle que je viens d'évoquer et l'utilisation de matériaux compatibles, donc ce que j'ai commencé à introduire, à la diapo précédente. Donc je vais rentrer un peu plus dans le sujet. Donc il faut comprendre que le bâti, fonctionne avec l'eau que je vous disais tout à l'heure, et l'eau, on va chercher 2 caractéristiques dans les matériaux qu'on va utiliser, en tout cas et dans les techniques qu'on va utiliser, en restauration de bâtiments anciens. À savoir la capillarité. Donc vous voyez, en gros, la capillarité, on pourrait résumer ça par les transferts d'eau sous forme liquide. Vous voyez, hein, l'image du papier buvard un petit peu, dans un verre d'eau.
Euh, et tous nos matériaux, tous les matériaux constructifs qui constituent le bâti ancien, la pierre, la terre, la chaux, sont des matériaux qui sont capillaires, qui, en gros, si je dois simplifier à l'extrême, qui sont constitués de tuyaux. Ouais. Voilà. Et il faut que les matériaux qu'on va rapporter aient ces mêmes caractéristiques pour que tout ça fonctionne ensemble. Donc c'est un peu l'idée. Voilà, j'introduis cette notion-là. Tac. L'hygroscopicité, de la même façon, c'est un peu la même chose que la capillarité, mais par contre, ça s'attache plutôt à l'eau sous forme de vapeur, à l'eau sous forme de vapeur. Donc, euh, en gros, pour pouvoir faire d'eau sous forme de vapeur, c'est deux notions un peu différentes. On peut être, c'est pas très intuitif, mais on peut être, par exemple, non capillaire, donc étanche à l'eau liquide, et pour autant hygroscopique, donc perméable à la vapeur d'eau. Donc voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il va falloir quand même se poser quand on va travailler sur un bâti ancien. Alors là, c'est la théorie, hein. Je vais arriver à la conclusion, ça vous évitera de chercher si un matériau est capillaire ou hygroscopique. En gros, les isolants perméables qu'on utilise en bâti ancien sont pour la plupart des isolants biosourcés. C'est pour des questions de structuration des fibres isolantes. Euh, Déjà aussi, pour introduire un petit peu cette notion-là, quand on parle d'isolant, on parle de quoi? En réalité, le seul isolant, alors c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, mais on va quand même retenir ça parce que ça simplifie un peu les choses, mais le seul isolant qui existe sur Terre, c'est l'air sec et immobile. Ce qu'on appelle vulgairement un isolant, c'est en gros une matrice qui est en capacité d'emprisonner de l'air sec. Euh, et dans ce Euh, les isolants biosourcés sont des isolants qui sont très efficaces, donc tant sur le plan de la performance énergétique que sur le plan, comme je le disais, de la capillarité et de l'hygroscopicité, c'est-à-dire de fonctionner avec l'eau. C'est des isolants qui vont plutôt fonctionner avec l'eau. Attention, hein, je ne dis pas qu'ils vont fonctionner s'ils sont noyés dans l'eau, hein, mais par contre qui vont bien fonctionner avec des transferts d'eau ponctuels sous forme liquide ou permanents sous forme de vapeur. Euh, voilà, en gros, donc là, on voit, hein, c'est ouate de cellulose, des laines de chanvre, des laines de coton, laines de bois, l'utilisation de la paille, l'utilisation du chanvre. Il y en a beaucoup d'autres, hein. Je n'ai pas fait un inventaire complètement exhaustif des isolants qu'on pouvait utiliser, mais en gros, c'était pour en montrer quelques-uns. Je vais revenir sur ça. Les matériaux incompatibles, bah, je vous l'ai dit en partie, c'est-à-dire que dans le schéma tout à l'heure, ça va être par contre tout matériau euh, ou majoritairement étanche. J'entends par là l'asphalte en pied de mur, hein. Je sais que beaucoup de collectivités sont confrontées à ce problème-là, c'est-à-dire qu'il faut faire des trottoirs. Malgré tout, cela va nuire à la qualité, à la pérennité des bâtiments et à leur performance derrière. Euh, les joints ciment sur une façade, ou en intérieur ou en extérieur d'ailleurs, vont nuire fortement. Ce que vous voyez sur la photo tout à droite, par exemple, c'est un peu le schéma de la rénovation qui ne prenait pas en compte le bâti que je vous montrais tout à l'heure, c'est-à-dire une dalle ciment, du carrelage, un polystyrène et un placo, des joints ciment sur la pierre. Et ce qu'on peut constater déjà, c'est un début d'altération. Je vous montrerai des altérations plus poussées tout à l'heure. Mais vous voyez des pierres qui ont tendance à noircir comme ça en pied de mur, à moirer, on va dire. Ça indique que l'eau effectue ses transferts non plus par le joint, dont c'est le rôle, mais par le caillou. Ça va entraîner des altérations du bâtiment, outre les pertes de performance et d'efficacité thermique. Ça va entraîner des altérations qui peuvent aller jusqu'à des niveaux assez importants, assez graves. Je vous en montrerai. Voilà. Et de la même façon, hein, on voit les pierres noires, tout ça sont des indicateurs noirs ou sur la photo complètement à gauche, vous voyez des pierres qu'on blanchit. Ça, c'est la présence de sel, de, de sel, le salpêtre étant le plus connu, mais il y en a bien d'autres, euh, qui vont tendre à altérer les matériaux de structure du bâtiment. Donc, il faut être vigilant. Dans les cas extrêmes, on va arriver jusqu'à ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on parle ici d'éolysisme
Donc, en gros, des matériaux qui vont progressivement disparaître parce qu'ils vont s'altérer. Euh, pour simplifier, encore dans les deux photos, c'est un peu le même phénomène qui se passe, hein. C'est-à-dire que la pierre, quand le maçon a posé le joint il y a une cinquantaine d'années, mettons, il l'a posé au nu de la pierre, à fleur de la pierre. Euh, mais là, on voit que la pierre a progressivement disparu. Elle prend poussière, en fait, hein. Si vous la caressez doucement avec la main, elle part en sable, en fait. Elle se décompose en sable. Euh, donc voilà. Et ce phénomène-là indique également que c'est que l'eau est en train de circuler à travers la pierre et en train d'altérer la pierre. Or, dans un système constructif de maçonnerie-pierre, euh, le martyr, c'est le joint, l'élément structurel et structurant, c'est le caillou. Si on inverse ces rôles-là, bah, on va entraîner l'altération du caillou au lieu du joint, mais vous comprenez bien que changer un joint est beaucoup moins laborieux que changer un caillou dans une maçonnerie. Et plus le caillou est tendre, plus ces altérations vont être rapides et importantes. Euh, Là, par exemple, on a deux types de cailloux, hein. On a un schiste qui est tendre, hein, et vous voyez, c'est pas uniforme, hein. Dans un lot de cailloux, on peut avoir des disparités de dureté du caillou. Donc là, il y a un caillou un peu plus tendre qui tend à disparaître, hein, au fur et à mesure. Et pareil à gauche, le granit. On a beau être sur un granit, c'est un granit tendre, et du coup, il va tendre à s'altérer très vite. Voilà. Sur la Bauge, s'il y a des participants qui sont en territoire où il y a du bâti en Bauge, on a le même genre d'altération. On voit d'ailleurs, j'aime beaucoup cette photo parce que je la trouve assez parlante sur la mauvaise stratégie dans laquelle on s'évertue à continuer des actions. C'est-à-dire que on voit sur ce bâtiment, il y a eu une première campagne de joint sur la partie basse, sur les 50 premiers centimètres du mur environ, ce qui a amené l'eau à passer au-dessus. Vu que l'eau pouvait pas s'échapper, de toute façon, elle avait qu'une issue, c'était augmenter sa pression jusqu'à trouver un point de faiblesse, donc passer au-dessus du joint ciment. Donc ils ont fait une deuxième campagne de joint ciment pour bloquer. Donc c'est monté au-dessus et ça a commencé à altérer la bauge. Et ils ont fait une première campagne d'enduit ciment et puis une seconde et c'est passé encore au-dessus, etc., etc. Il y a un moment où la solution n'était plus là, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre l'eau. On peut éventuellement la canaliser, la drainer, mais en aucun cas la bloquer. En tout cas dans un bâti ancien, ça c'est évident. Et ça nous amène en intérieur, l'utilisation de matériaux étanches, là en l'occurrence de l'OSB, vous voyez le bois derrière, hein, les bois fragmentés comme ça. Ça n'a pas du tout un comportement de bois, hein. Le bois respire, mais pas ces plaques-là, ou pas très bien en tout cas. Et du coup, voilà, si on met ça contre des murs humides, on a ce genre de petit copain qui vient vous rendre visite, hein. C'est une mérule, c'est une inflorescence de mérule qui va pas tarder à sporer, à envoyer des spores. Là, vous voyez, elle devient jaune, elle va devenir marron. Donc, ça va amener des altérations qui sont importantes. Donc, encore une fois, je suis désolé, je me répète, mais c'est le nerf de la guerre, vraiment, hein. C'est le fil rouge de la réhabilitation de bâtis anciens. C'est le fait d'avoir un bâtiment sain où on a géré l'eau en amont. Ce ne sont pas les techniques d'isolation qui vont gérer l'eau. Il faut gérer tout ça en amont, dans les systèmes constructifs. Je vais le présenter, quoique rapidement, mais voilà. L'isolation par l'extérieur, oui, pour en parler rapidement. Alors, il y a deux aspects. Il y a, il est possible de faire une isolation extérieure sur un bâtiment. Croyez-moi, ça me coûte de le dire, mais j'aime pas mentir. Mais il est possible de le faire bien sans que cela amène à des altérations du bâti. Des altérations techniques, hein, j'entends, parce que sur le plan architectural, la photo parle d'elle-même, hein, c'est une catastrophe. Alors, on a la chance, c'est pas en Bretagne, mais j'ai le même genre d'exemple en Bretagne. Et, euh, et donc, on peut le faire bien d'un point de vue technique. Après, il faut bien savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que sur le plan architectural, c'est en général une catastrophe. Donc, j'imagine que les petites cités de caractère sont pas forcément enclines à préconiser ce genre de choses et je les en remercie beaucoup. Mais voilà. Par contre, en revanche, dans le cas d'utilisation de matériaux inadéquats, j'entends par là des laines de verre ou du polystyrène, par exemple, donc des matériaux qui sont, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure,
non capillaires et non hygroscopiques, qui sont étanches, qui sont complètement étanches. Bah, la durée de vie d'une maison en pan de bois comme ça, avec ce genre d'isolant, va être extrêmement courte et en fin de partie, les dégâts matériels vont amener à des campagnes de travaux de résolution de ces problématiques qui vont surpasser le prix du bien, de loin. J'en veux pour preuve tous les centres urbains où il y a eu des opérations sur les pans de bois qui ont été cimentés. Ça fera pareil que le ciment, en gros, hein. Donc, sur tous les pans de bois qui ont été cimentés, on voit bien que le chantier moyen tourne autour des 1,5 million d'euros. Donc, l'économie se fait pas sur la technique d'isolation. Elle se fait sur le fait d'avoir un bâtiment sain. Voilà. Les isolants, donc, du coup, qu'on va complètement proscrire, hein, sont tous des isolants modernes, entre guillemets, hein, des isolants qui sont tout à fait adaptés pour un bâtiment moderne qui fonctionne sur l'étanchéité, pour revenir à ce que je disais au tout début, mais qui sont, dans notre cas, complètement à proscrire. Donc, là, je vous ai mis multicouches, les polystyrènes, les laines de verre ou laines de roche, les laines minérales, en gros. Tous ces isolants sont impropres à être utilisés en bâtiment. Voilà pour ce qui est, un peu des stratégies. Alors je ne vais pas plus loin parce que sinon on va rentrer dans des choses très techniques. Je voulais pas vous noyer sous de la technique. Déjà, j'espère que je ne le fais pas, je ne l'ai pas déjà fait. Hem, mais voilà, l'importance des techniques, convoquées. Il y a un gros travail, juste pour finir sur ce chapitre-là, il y a un gros travail qu'on fait aujourd'hui et ils ont complètement conscience de ce qu'ils font avec les agences de l'énergie ou voilà. Le problème, c'est que souvent, les dispositifs d'État, ne parlent pas de matériaux, ils parlent de niveau de performance à atteindre, heu heu et du coup, ça peut amener les gens à faire, des choix qui sont complètement, erronés. Donc après, je voulais vous parler, d'adaptation. Comment on s'adapte? Quelles sont, aussi les qualités, du bâti ancien et qu'est-ce qu'on peut développer en bâti ancien qui peut contribuer à s'adapter au réchauffement, climatique? Donc déjà, juste pour situer un peu les enjeux qu'on a en Bretagne, je vous ai pris quelques extractions d'un travail qui avait été fait par Météo France et l'ADEME, sur le climat et la Bretagne. Donc là, déjà, juste pour introduire un peu le sujet, des extractions, des évolutions observées par rapport à des températures moyennes, sur les dernières années. Donc on voit qu'on tend à augmenter les moyennes, hein, donc bon, ça rejoint ce que nous disent un peu tous les scientifiques, hein. Une augmentation aujourd'hui, voilà, on serait sur des augmentations de l'ordre de 1 degré, 1,5 degré pour les plus pessimistes, pour les secteurs les plus pessimistes, 1 degré vraisemblablement en Bretagne. Donc ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il va falloir, améliorer, les capacités des bâtiments à garantir un confort d'été, à éviter les surchauffes estivales. Dans le bâti neuf, c'est vraiment le parent pauvre aujourd'hui. Dans le bâti ancien, on a la chance d'avoir des bâtiments qui sont très massiques, qui sont avec beaucoup de masse, donc des bâtiments qui, s'ils sont bien traités, encore une fois, vont tendre à offrir des conforts d'été, des conforts en période estivale, plutôt bons et à éviter les surchauffes, quoi. Voilà. Tac. Et en gros, ce que nous dit aussi cette étude-là de Météo France et de l'ADEME, c'est que, bon, l'augmentation va vraisemblablement, continuer puisque de toute façon, il y a une certaine inertie, d'autant plus en l'absence de politique publique très ambitieuse, on va avoir des températures qui vont continuer à augmenter. Heu et ça va se traduire pour la Bretagne, en tout cas par une augmentation du nombre de journées chaudes. Heu, donc voilà, je vous ai mis l'exemple à Rennes, voilà 19 jours qui devrait augmenter encore de 10 à 20 jours d'ici 2050, donc doubler quasiment, hein, par rapport à ce qu'on rencontre aujourd'hui, hein, donc là, cette année, à la limite, n'est pas très caractéristique, mais souvenons-nous de l'année dernière, si on rajoutait encore un petit peu, sur ces taux-là, ce serait assez important. Donc bon, l'augmentation des jours favorables aux feux de forêt, ça rejoint, hein, tout à fait, ce qui est dit juste précédemment et chose intéressante aussi, parallèlement, en tout cas, les prévisions prévoient,
peu d'évolution en termes de volumétrie d'eau à tomber. Par contre, c'est la répartition annuelle qui devrait changer. On devrait avoir beaucoup plus de pluie au printemps, automne, hiver, printemps, et par contre des étés qui vont être très secs, euh, à l'image de l'été 2022. Qu'est-ce que ça nous dit du coup? Comment réagir face à ce constat? Il va falloir gérer l'eau à l'échelle parcellaire. Je vous ai mis plusieurs. Favoriser la biodiversité, les écosystèmes dynamiques, c'est-à-dire que les changements climatiques vont entraîner des changements dans la biodiversité, c'est-à-dire que des espèces vont remigrer vers le nord si elles en ont le temps ou disparaître en tout cas sur nos territoires. Tout ça va avoir des conséquences qui ne sont pas négligeables, c'est-à-dire que c'est rarement les espèces parasitaires et invasives qui disparaissent les premières. Heu, pour le sujet qui nous concerne aujourd'hui, par exemple, on voit, la remontée des termites. Le territoire breton était peu impacté, je dis pas qu'il y en avait pas, hein, mais il était peu impacté par la termite. Ces problématiques, par exemple, vont changer. Il y a fort à parier que ces parasites, en tout cas, vont monter vers le nord, aussi. Donc voilà, donc il faut favoriser une biodiversité importante pour permettre la lutte, écosystémique, hein, des parasites. Et pour le bâti, il va falloir, ce que je disais tout à l'heure, garantir le confort hivernal bien sûr, hein, mais surtout le confort d'été, heu, pour supporter les épisodes, caniculaires. Voilà. Donc, je parlais de la gestion de l'eau, voilà, je vous ai mis, hein, pendant longtemps là, on a été enfin, il y a eu plusieurs phénomènes qui se sont conjugués, à savoir, l'imperméabilisation des sols, qui est très importante, hein. On perd, un département, je crois, de mémoire tous les 10 ans en termes de perméabilité des sols. Donc on a tendance à étancher les sols et du coup à passer sur la politique du tout tuyau, donc c'est-à-dire de canaliser, l'eau via des réseaux d'évacuation d'eau usée, enfin d'eau, pluviale, pardon. Ça a pour conséquence de limiter la pénétration dans les sols. On voit, hein, la différence entre la ville et la campagne, hein. On a une pénétration dans le sol qui est de l'ordre de 50 de l'eau, 25 dans les nappes, 25 pour la végétation en surface, ce qui tend à refroidir les températures entre, cent et en ville, on tombe à 15. Donc c'est des volumes d'eau qui sont pharaoniques, hein, quand on prend ça sur une année. Et donc, ça aussi et regérer l'eau à l'échelle parcellaire, ce que j'entendais par là, c'est, on est passé d'un mode, au début du XXe siècle où on gérait l'eau à l'échelle parcellaire. C'est-à-dire qu'on avait tout un réseau de talus, de haies bocagères, qui permettaient d'infiltrer l'eau in situ, chose que le remembrement a rabattu les cartes un peu dans ce domaine-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus une gestion de l'eau à l'échelle parcellaire, on a une gestion de l'eau qui est à l'échelle du bassin versant. Ce qui est pas du tout les mêmes échelles. J'en veux pour preuve, les inondations, qui sont de plus en plus récurrentes d'ailleurs, dans les grands centres, dans certains centres urbains côtiers. Quimperlé ou Morlaix par exemple, qui peuvent être, inondés, quasiment une fois par an maintenant. Heu, une des raisons est ça. Je vous ra aussi pour rappel, hein, parce que ce chiffre, personnellement je le trouve, inquiétant, enfin énorme. C'est, entre 50 et 85, on a perdu à peu près 290 000 kilomètres de haies et de talus boisés en Bretagne, sur le territoire breton. Ça représente 8 fois le tour de la Terre, hein, pour avoir un ordre d'idée, hein. Donc faut imaginer que c'est énorme. Tac, tac, tac. Donc voilà, donc avoir des stratégies là-dessus. Donc quelle réponse on peut avoir face à ça? Bah, c'est essayer d'avoir, de favoriser, la récupération d'eau pluviale. Et ça, je pense que, les propriétaires, en tout cas de bâtis, je pense que ça et tout le monde en a conscience. Enfin, je veux dire, c'est devenu du sens commun de faire de la récupération d'eau pluviale, hein. Mais il va falloir, bien sûr accélérer là-dessus, permettre l'infiltration d'eau in situ. Donc ça, c'est des talus, des haies, des noues d'infiltration. La création de mares aussi, beaucoup de zones humides ont disparu. Tout ça favorise la biodiversité et permet de régler les problèmes que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, en tout cas, avoir, des visions qui sont des visions beaucoup plus holistiques, en tout cas, du bâtiment. C'est-à-dire, on peut plus regarder à travers un seul critère. Il va falloir regarder une multitude de critères, et
il va falloir tendre vers ça pour arriver sur des solutions qui sont pertinentes. Ça va pas être simple, mais on va y arriver. Donc voilà, donc gérer l'eau à l'échelle du bâtiment, hein, donc bah, gérer les eaux pluviales du bâtiment, donc en les récupérant et en évitant par exemple que c'est un phénomène très commun, hein, le non-raccordement des gouttières. Donc là, vous avez des bâtis qui vont souffrir de l'humidité, des bâtiments qui vont pourrir à l'intérieur s'il y a des isolants, s'il y a des choses qui sont un peu fragiles à l'intérieur. Tout ça va tendre à altérer les bâtiments. Alors, excusez-moi, la diapo était mangée un petit peu. Mais voilà. Cette diapo, juste pour vous montrer que un bâti humide est un bâti qui va être froid. Alors, pour la période hivernale, ça va être gênant. Pour la période estivale, c'est un peu moins gênant, mais vu qu'il y a moins d'eau, il va être moins humide. Donc ça va pas vraiment régler le problème non plus. Donc là, on voit, c'est le même mur, hein, la caméra thermique, hein, et comme vous pouvez le distinguer, sur la partie qui est la plus humide, hein, au coin à droite, bah, on a des températures de surface qui vont plafonner à 11 degrés. Là où, en régime normal, si on prend un peu plus haut, le mur va tourner autour de 17-18 degrés de température de surface. Ça va avoir une grosse incidence, non seulement sur la pérennité du bâti, mais aussi sur le confort des usagers du bâtiment. Euh, Si vous avez une maison humide, vous avez une maison froide, c'est évident. Et inchauffable. Pardon, excusez-moi, ça bug. Voilà. Donc voilà, donc bien gérer l'eau et voilà. Et prendre en considération aussi l'effet de site, à l'échelle macro ou à l'échelle micro. À l'échelle macro, ce que je veux dire par là, c'est bien évident que vous n'avez pas du tout les mêmes problématiques quand vous rénovez un bâtiment à la carte. Vous voyez la carte des vents, la carte des vents. Et ou si vous êtes à Pontivy, par exemple. On voit qu'il y a un écart qui est considérable en termes de conditions environnementales, et du coup, la réponse à apporter euh, n'est pas forcément la même. Voilà, en tout cas, gérer ça à l'échelle macro, ça peut passer par là. En tout cas, savoir dans quelle catégorie on se trouve et sur quel point on va, on va mettre l'accent. Si je veux être plus précis, si vous voulez, si on travaille sur des bâtiments sur le Cap Sizun, l'étanchéité à l'air va devenir un axiome premier. Si vous travaillez à Pontivy ou voilà, dans le secteur de Pontivy, la gestion des eaux pluviales va devenir un axiome premier qui va passer devant l'étanchéité à l'air. Voilà. À l'échelle micro, ça peut se gérer, c'est-à-dire à l'échelle de la parcelle, à l'échelle du bâtiment quasiment. On peut gérer aussi cet effet de site via, encore une fois, la plantation de haies euh, qui vont être des coupe-vents. On a des effets très importants. Pardon, je reviens sur la diapo d'avant. La petite photo, je l'ai extraite d'une étude qui s'appelle l'étude Maceo, qui est une étude un peu euh, qui tendait à prouver et à montrer les incidences de l'effet de site sur des bâtiments. Dans cette étude, on nous annonce des facteurs de 1,7 en termes de consommation juste sur des éléments qui sont exogènes au bâtiment. Donc, ce que j'entends par là, c'est l'environnement, quoi. Donc, une haie peut amener à des gains performantiels, des gains énergétiques qui vont être somme toute importants. On ne va pas passer du simple au double, mais quand même, on va gagner au moins 50%, on peut gagner jusqu'à 50% facilement de consommation sur la gestion de l'écosystème. Donc, gestion de l'eau, le fossé, gestion des vents dominants, les haies stratifiées, et voilà. Donc, en tout cas, c'est des outils qui coûtent pas cher. Et c'est des outils qui ont quasiment que des externalités positives, à savoir protéger les vents, faire des abris pour la biodiversité, gérer l'eau et permettre l'infiltration de l'eau à l'échelle parcellaire. L'inconvénient qu'il y a, c'est que ça demande un peu d'entretien, mais ça fournit aussi bois de chauffage, bois d'œuvre, etc. Donc voilà, il y a des vraies politiques à mettre en place à ce niveau-là. Voilà. S'adapter plus à l'échelle du bâtiment. Donc là, on va voir les outils qu'on peut avoir. Alors, déjà, juste en introduction, il faut faire la scission entre deux notions qui sont intrinsèquement liées dans la tête de la plupart des gens, à savoir le confort thermique et la performance énergétique. Euh, Vous pouvez avoir un bâtiment qui est complètement pas performant
sur le plan énergétique, mais qui est très confortable. Et à l'inverse, vous pouvez avoir un bâtiment qui est très performant énergétiquement et qui est très inconfortable. Vous comprenez bien que le but, c'est de jouer sur les 2 tableaux et de garantir à la fois le confort et à la fois des bons niveaux de performance. Hem, L'effet de paroi froide en est un. Le traitement des surfaces intérieures va amener beaucoup de confort, sans pour autant parler d'isolation. Mais ça veut dire que, en gros, pour simplifier, si vous voulez, il y a des bâtiments où à 17 degrés vous êtes en t-shirt et il y a des bâtiments où à 22 vous avez besoin d'un pull. La calorie qui coûte pas cher, ni à l'usager ni à l'environnement, c'est celle qu'on n'a pas besoin de produire. Donc il faut absolument se préoccuper de la notion de confort thermique à l'intérieur des bâtiments. C'est une notion qui est souvent sous-évaluée et rarement prise en compte. Heu, Matériaux, par exemple, sans vous noyer des considérations matériau de surface va induire, cette notion de confort thermique. Plus un matériau dit froid, plus les sensations d'inconfort vont être importantes. Heu, En bâti ancien, de façon traditionnelle, c'est déjà ce qui était fait, c'était travailler justement des matériaux chauds en surface. Donc tout ce qui est technique d'enduit, enduit terre, enduit chaud ou des enduits un peu plus évolués, des enduits chaud-chanvre, des choses comme ça, j'y reviens juste après. Bah, voilà, tout à fait, le chaud-chanvre, bah, vous voyez, hein, caméra thermique, hein, bâti non chauffé en 2007. On fait une prise de température de surface. On a un écart entre de la pierre apparente en intérieur et un enduit, chaud chanvre, chaud Chêne-Vogt. Bah, on a un écart de 6 degrés. 6 degrés, c'est, 30 à 40 des consommations de chauffage, quoi. Donc c'est pas négligeable en termes d'économie, d'énergie. Pour autant, on n'est pas sur des choses qui sont très isolantes, mais qui sont très confortables. Donc voilà, il y a des vraies cartes à jouer, à ce niveau-là. Voilà, les textures d'enduit peuvent induire aussi, mais des conforts, mais bon, ça c'est un peu spécial. Les enduits isolants, alors nous, sur les isolations de murs, c'est les techniques qu'on préconise le plus parce que c'est, selon nous, celles qui vont garantir les plus grandes pérennités, les plus grandes adéquations avec le fonctionnement du bâti ancien et voilà, qui vont avoir une multitude d'externalités positives, en termes de filières locales, d'emplois locaux, heu et voilà et des choses qui fonctionnent très bien avec le bâti ancien, hein. C'est un peu une extension, des enduits, terre, fibrés qu'on pouvait retrouver au 19e siècle, par exemple, mais en beaucoup plus performant, aujourd'hui. Voilà. Enfin, il va falloir gérer le confort thermique, le confort d'été, j'entends. Pour ça, la notion, c'est de choisir des isolants qui sont adéquats. Encore une fois, les isolants biosourcés sortent du jeu un peu dans sur cet item, là. Vous voyez, je vous ai mis les températures de déphasage, là, l'avant-dernière colonne. On voit bien que le déphasage, en gros, c'est le temps que met un isolant à chauffer à cœur et à redistribuer la chaleur, donc à plus du tout fonctionner en confort d'été, quoi. Donc on voit qu'une laine de verre, par exemple, hein, vous voyez, on a un déphasage pour 30 centimètres de 3 heures et demie à peu près. Donc ça veut dire qu'en gros, à 11 heures, le soleil tape sur la toiture du bâtiment. À 14-15 heures, la température commence à augmenter, dans le bâtiment, jusqu'à des températures qui peuvent atteindre 50 degrés, quoi. Voilà. Là où les biosourcés sont en général, vous voyez, hein, pour les mêmes épaisseurs à peu près, hein, on est plutôt sur du 10 heures. Donc en gros, le temps que l'isolant soit chaud, bah, c'est déjà la nuit, donc il va se refroidir plutôt vers l'extérieur. Donc voilà, l'utilisation de matériaux adéquats va garantir ce confort. De la même façon, hein, si on regarde là un peu le même schéma, mais vu sous un autre angle, c'est-à-dire que, si on regarde, pour une laine de verre, par exemple, hein, une laine minérale, en gros, la température, alors ça date un peu ce schéma-là, mais ça donne des ordres d'idées. La température pour, des économies d'énergie en hiver serait de 17 centimètres, mais si on voulait garantir avec le même isolant le confort d'été, il faudrait passer sur 81 centimètres d'isolant, ce qui est techniquement pas faisable, hein, et ce qui a aucune rationalité économique, quoi. Hem Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que clairement, contrairement à l'IRSU, la laine minérale, hein, par exemple, c'est souvent ça qui pousse les gens à l'acheter d'ailleurs, n'est pas l'isolant le moins cher, c'est au contraire, un des isolants les plus chers du marché parce qu'il répond pas à la demande, et que la durée de vie est très courte. Donc il faut absolument,
pu retrouver ce genre d'isolant dans du bâti ancien, parce que ça a des conséquences catastrophiques, quoi. Voilà. L'inertie, enfin, du bâti va garantir aussi le confort d'été, donc c'est favoriser cette inertie à cœur, quoi. Donc aller sur de la cloison lourde, des choses comme ça, vont tendre à, améliorer le confort d'été, sans pour autant nuire aux économies d'énergie en hiver. Voilà, en gros, pour résumer et pour finir, en tout cas les étapes que nous on conseille dans une stratégie de réhabilitation de bâti ancien, c'est un bon diagnostic des désordres, des pathologies structurelles et pathologies humides ou des sources éventuelles de pathologies, la résolution de ces pathologies et l'amélioration du confort thermique. Conserver bien sûr la capacité thermique pour le confort d'été, ce que je vous disais qui était le parent pauvre un peu, et gérer l'eau, ne pas nuire aux échanges hygrométriques, donc en gros gérer l'eau, dans le bâtiment. Et bien sûr, désolé, la diapo a été un peu coupée, mais effectuer des bouquets de travaux qui vont, à la fois garantir, l'objectif énergétique, de ces mêmes travaux, sans pour autant altérer, le bien patrimonial, en assurant la pérennité. Voilà, j'ai fini. Super, bah merci beaucoup. C'était très intéressant et très enrichissant. Je me disais s'il y a des questions parmi les participants, n'hésitez pas à ouvrir votre micro ou à poser vos questions dans le chat directement. Oui, j'aurais une question. Carole Kosker, de la ville de Concarneau, responsable du service patrimoine. Je me demandais, est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur les coûts de restauration dans un objectif énergétique et de préservation du patrimoine par rapport aux gains à long terme de coûts de fluide, en fait. J'imagine que ça peut être plus cher de restaurer vraiment avec des matériaux biosourcés, mais qu'à long terme, on enfin, ça peut être un bon investissement, mais je ne sais pas s'il y a des chiffres précis qui existent. Alors, les chiffres qu'on peut trouver, alors nous, au sein de l'association Thiès-Brest, on est en train, mais c'est un travail très long, donc ça va pas sortir tout de suite. On est en train de faire tout un travail de retour d'expérience, parce que l'association a bientôt 50 ans. Donc, on a quand même collecté énormément de données, mais la gestion de la data, c'est Mm. c'est énorme. Oui, Donc, on est en train d'y travailler, mais sinon, il y a le label Effinergie qui fait des fiches rétrospectives sur des bâtiments. Donc, pour montrer un peu les coûts d'investissement, les choix et les gains énergétiques. En tout cas, par rapport aux données que je vous donnais au départ sur les consommations, vous voyez, les études thermiques, alors, le chiffre n'est pas tout à fait exact parce que je vous disais, il y avait un peu de disparité avec les études thermiques, mais les études thermiques tentent à démontrer que on tourne autour de 270 kilowatts énergie finale par mètre carré par an en bâti ancien en Bretagne. Il est pas si difficile que ça avec une stratégie globale, comme je viens de l'expliquer sur la dernière diapo, d'atteindre des niveaux de performance qui sont inférieurs à 80 kilowatts, hein. Donc, divisé par 3, 4, parfois, la consommation d'un bâtiment. Et ça de façon durable. Ça, après, sur la durabilité, effectivement, il y a encore il y a beaucoup de matériaux biosourcés qui sont pas très anciens, donc sur lesquels on est encore en phase d'observation. C'est-à-dire, il y a la théorie, il y a l'observation des caractéristiques des matériaux, et puis il y a la réalité, quoi. Nous, aujourd'hui, ce que je disais, par exemple, en mur, on va préconiser plutôt du chaud-chanvre, par exemple, sur des techniques un peu modernes, de la brique ou de la projection machine, par exemple, pour atteindre des très bons niveaux de performance. Et ça, on a un peu une idée des durées de vie que ça peut avoir, puisque c'est quelque part une extension, ce que je disais tout à l'heure, des techniques de torchis qui pouvaient exister depuis le Moyen Âge et bien avant même. Et, euh, et du coup, on a à peu près une idée dans un environnement sain. Enfin, moi, il m'arrive, dans le cadre de mon travail, de retirer des enduits terre-paille qui ont 300 ans. Ils sont cuits, clairement, mais 300 ans. Et ils n'ont pas amené de pathologie, le fait d'être en fin de course. Donc, il y a des pistes intéressantes, en tout cas de ce côté-là. Mais oui, tout ça bouge, hein, en tout cas. Ouais. J'espère qu'on aura d'accord. plus de données dans les années à venir. Merci. Et pour répondre oui, à Mm. une autre partie de votre question, c'est effectivement, le coût d'investissement est important. D'aller sur du biosourcé est beaucoup plus important. Après, il faut une analyse complète, je pense, pour faire de la comparaison de prix, parce que je vois trop de bâtiments qui sont
je fais du diagnostic dans le cadre de mes missions. Et je vois trop de bâtiments où on a investi, j'ai un exemple en tête là par exemple d'une collectivité qui avait investi 170 000 euros dans un bâtiment pour faire un local associatif. On est 2 ans après, à la caméra thermique, on voit très bien que les laines de verre sont déjà mortes. Donc là, le coût à l'investissement a été très faible, mais le coût en fonctionnement devient carrément glissant, quoi. Et on se doute bien que c'est les coûts de fonctionnement Oui, qui vont impacter le plus. Enfin, si on a sur des analyses sur moyen terme, c'est ça qui va plier le dossier, quoi. ok. Merci pour les Je vous en précisions. prie. Je vous en prie. Ah, on t'entend plus, pardon. Il y a quelqu'un qui demande Voilà. ton adresse mail dans le chat. Ah, bah, je peux la noter dans le chat. Je vais vous la noter dans le chat. Je sais qu'il y a des projets qui existent de financement par la DRAC Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, qui a créé un programme qui s'appelle Adapter le bâti ancien aux enjeux climatiques. Est-ce qu'il existe des aides similaires en Bretagne ou des aides de l'État? Alors, je suis pas un spécialiste des aides. Par contre, ce que je peux vous en dire, ouais, c'est que euh, tout ça est en train d'un peu bouger en fait. Pendant longtemps, Mhm. les aides s'accordaient juste sur du monocritère, hein, sur les résistances thermiques en gros et les gains théoriques et énergétiques qu'on pourrait atteindre en réhabilitant le bâtiment. Aujourd'hui, il y a les acteurs hein, qui distribuent ces aides, les agences locales de l'énergie, choses comme ça, sont conscients eux, de ce qu'ils sont en train de faire et qu'on fait beaucoup de bêtises dans ce domaine-là. Mhm. Et ils tendent à améliorer leurs pratiques. Nous, on a fait des beaux progrès. On est en collaboration avec l'Agnon-Trégor Communauté et l'Agence locale de l'énergie de l'Agnon-Trégor, avec d'autres, hein, mais ceux-là ont mis Ouais. des programmes assez ambitieux, à savoir ils ont trouvé des lignes budgétaires pour financer des techniques qui jusque-là n'étaient pas financées, par exemple le chaud-chanvre. Parce Ok. que le change, ce que je vous disais, c'est plutôt une vision holistique qu'il faut avoir plutôt qu'une vision monocritère. Et eux commencent à financer ces dispositifs-là. Et ils financent aussi des diagnostics faits par des acteurs plutôt du patrimoine. En l'occurrence, nous pour le moment, mais ça pourrait être d'autres. Mais Mhm. pour conditionner leurs aides, c'est-à-dire pour borner parce qu'il suffit pas de payer un isolant, en fait. C'est où est-ce qu'on va le mettre, sur quel support, est-ce que le support est sain, est-ce qu'on a fait bien le travail préalable. Sinon, tout ça n'a pas de sens, c'est de l'argent public jeté par les fenêtres. Donc ces lignes-là sont en train de bouger vraiment. Et je pense qu'on va arriver sur des choses qui vont devenir pertinentes, puisque ça va faire tache d'huile, hein. Ouais. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Il y a les micros, n'hésitez pas. Normalement, vous pouvez ouvrir vous-même vos micros. Eh bien, visiblement, non, il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, merci, Georges, pour cette intervention. Je vous en prie. C'était très riche et très intéressant. C'est vrai que c'est pas forcément des sujets auxquels on a l'habitude forcément de traiter, que ce soit au Ville d'Arrêt d'Histoire, dans le cadre de ces temps qui sont les focus une heure un expert. On va continuer à essayer d'apporter ce genre de thématique et en espérant qu'il trouve son public. Je vous remercie à tous d'avoir participé aujourd'hui et puis je vais arrêter l'enregistrement.